Bonjour à tous, bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, j'ai la joie d'être accompagnée par Eugénie Renaud, qui est écrivaine, correctrice en devenir bientôt diplômée et évidemment passionnée par la langue française, tout comme moi. Donc à nous deux, je pense que au cours de notre vie, on aura suffisamment corrigé de fautes pour être canonisés. Je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas que je suis Célia Ibanez, autrice de science-fiction, également professeure de lettres et que j'enseigne également le FLE et le FLI, donc le français langue étrangère et le français langue d'intégration auprès de publics qui ne connaissent pas la langue forcément, qui sont essentiellement des migrants. Et comme dirait Camus, ma patrie, c'est la langue française. Le thème du jour, c'est une question qui revient tout le temps. Est-ce que la langue française est en train de mourir? Est-ce qu'elle agonise? Est-ce qu'elle est au bout de sa vie, la pauvre? Et oui, parce qu'on lit partout que plus personne ne sait lire, que les jeunes ne savent plus écrire, que les fautes explosent, que la langue se dégrade. Et à côté de ça, la langue n'a jamais été aussi vivante, aussi discutée, remixée, réinventée. Donc aujourd'hui, on va prendre le problème à bras le corps, on va poser des constats, mais aussi de la nuance, parce que le but, c'est pas de faire un live pour râler et pleurnicher et dire « Ouh, la langue française, elle va mal, bobo ». Non, c'est aussi soit apporter des solutions, proposer des solutions, mais aussi montrer que peut-être que le constat est pas si terrible que ça. Donc c'est ce dont on va parler tout au long de ce live. On va montrer que le français, il évolue, il se transforme, il se heurte à de nouveaux défis technologiques, sociaux, pédagogiques, et pourtant il reste une langue incroyablement riche. Avec 300 millions de locuteurs, c'est la 5e langue la plus parlée dans le monde, juste après le mandarin. Et oui, quand j'ai préparé ce live, j'ignorais que le mandarin était la langue la plus parlée partout dans le monde. Donc juste après le mandarin et après nous, il y a l'anglais, figurez-vous, et l'espagnol et enfin l'arabe. C'est aussi la seule langue avec l'anglais à être parlée sur 5 continents. Donc, restez avec nous tout au long de ce live. On va aussi lancer un petit concours pour vous faire rigoler, pour vous divertir ce samedi après-midi. Vous vous ennuyez comme un rat mort, vous n'êtes pas sorti même s'il fait très beau. Parce que vous préférez rester dans votre grotte, ça tombe bien, parce que vous allez passer l'après-midi avec nous. Donc, ce petit jeu, il vous permettra de remporter notre concours, le concours qu'on va organiser et qui vous permettra de remporter le premier roman d'Eugénie qui s'appelle Le Temps des promesses. Et puis aussi, vous aurez l'opportunité de customiser un des personnages d'Eugénie pour son prochain roman. Ah ouais, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là customiser, comment, c'est quoi? Mais en fait, c'est vous qui allez choisir le prénom, l'apparence ou encore la personnalité d'un héros de ses prochains livres. Faudrait que je fasse un truc comme ça, moi, pour mes prochains bouquins. Je pense que c'est une très bonne idée. Donc, mettez déjà un petit pouce, un petit like, un petit cœur, un petit ce que vous voulez en commentaire pour déjà encourager notre travail, montrer que vous êtes là, que vous répondez. Je vois qu'il y a déjà des gens qui sont connectés. Il y a Azunaji, je sais pas qui c'est. Bonjour Azunaji. Rebonjour Nico qui était là tout à l'heure sur le test. Je peux pas te faire coucou parce que si j'appuie sur coucou, il y a tout mon bazar qui va s'effondrer comme tout à l'heure. Et oui, il faudrait que j'investisse un peu dans la technologie pour améliorer, mais ça c'est prévu d'upgrader pour 2026, faire un petit système un peu plus pro, mais bon, petit à petit, on essaie d'évoluer et c'est aussi grâce à vous et grâce à vos retours. Donc n'hésitez pas. On va recevoir donc Eugénie, je vais l'inviter sur ce live. Eugénie, est-ce que tu m'as envoyé une invitation? Je sais pas. En tout cas, je vois que tu es connectée. Je vois que tu es là. Je te fais coucou. Tu as rejoint la vidéo. Voilà. Alors, envoyer une demande de faire partie de votre vidéo en direct. Afficher. Lancer un direct. Alors, je croise les doigts parce que tout à l'heure, ça marchait pas. Yes, ça fonctionne. Ça Hello. marche, ça fonctionne. Bonjour à tous. Voilà, super, je suis contente parce que je commence à me dire, bon, comment on va faire? Est-ce qu'il faut que je recommence Ouais, encore 3-4 fois? c'était un peu compliqué. Du coup, Bon, pendant 5 minutes, super. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Eugénie, qui es-tu? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de nous pour les gens qui te connaissent pas et qui ont envie de savoir qui est cette personnalité super intéressante qui est là face à moi en live sur Instagram? alors, je m'appelle Eugénie. Sur Instagram, je m'appelle Pâquerette pour tout un tas de raisons, notamment parce que mon premier roman publié en 2019, c'était Le Chant de Marguerite et que j'ai fait le lien Marguerite-Pâquerette. Moi, j'ai commencé à créer mon univers dont je fais gagner le premier tome de la saga principale, de la tétralogie principale
J'ai commencé en 2014, donc ça fait ça va bientôt faire 12 ans, donc ça fait longtemps Quel que âge ces tu as? personnages jouent avec moi. J'ai 25 ans Ok. et demi. Bon, il faut pas te poser trop la question aux femmes, c'est vrai, mais tu es jeune, donc ça va. Je peux te demander quel Je suis âge le tu as. début de bug, donc voilà, je suis un bébé du bug. C'est d'ailleurs ma faute, le coup du truc qui fonctionne pas là, le faux départ. Bref, donc voilà, j'ai fait des études d'abord en DUT métier du livre pour être bibliothécaire. Je me suis raccrochée à la licence de lettres à la sortie du DUT. J'ai fait un service civique en bibliothèque et puis à la fin du service civique, j'ai atterri chez mes parents avec un chantier permis qui est toujours en Mhm. cours. Et j'écris. Donc depuis 12 ans, le même univers. J'ai d'autres projets, mais voilà, c'est l'écriture qui me fait vibrer avec mon amour pour les mots aussi, la langue française qui est assez importante pour moi et qui est vraiment au centre de ma vie. Et du coup, aujourd'hui, donc en arrivant chez mes parents, j'ai commencé les cours à domicile. Et c'est ce lien avec des enfants qui sont pas très lecteurs, parce qu'ils ont besoin de cours de français et ils sont pas très lecteurs, qui m'a donné envie de détailler ça un peu plus. Et puis le fait que je sois bonne en orthographe m'a fait dire que je voulais être correctrice potentiellement. Donc voilà, bientôt j'aurai la triple casquette, écrivain, prof de français à domicile et indépendante et correctrice. Voilà, ce seront les trois casquettes qui ont comme point commun cet amour pour les mots et la langue française. Le kit de la parfaite française. Je sais que ce mot n'existe pas, mais mon fils a dit, il y a les matheux, donc, et les matheuses, et les français et les françaises. Je sais, c'est vrai que c'est C'est pas intéressant, ce mal, mot. C'est-à-dire c'est pas des mal. gens qui ont une certaine affinité avec la langue. Donc, tu suis actuellement une formation pour devenir correctrice? Oui, oui, Et c'est une absolument. formation qui dure combien de temps? Une formation qui dure 6 mois, qui est tout à distance, voilà, on reçoit les cours, on reçoit un ou deux cours tous les lundis, on a des devoirs tous les 15 jours, on a 15 jours pour les faire, et dès qu'on en a rendu un, il y en a un autre qui tombe avec des notes, on est corrigé par des correctrices professionnelles, et de temps en temps, une fois par mois, il y a un webinaire, donc une conférence en ligne avec un point précis qui est appuyé. Par exemple, la semaine dernière, le point précis, enfin là, il y a 3 jours, le point précis, c'était sur la virgule. Bon, j'ai dû partir au milieu, mais c'était hyper intéressant de savoir quand placer ou ne pas placer les virgules. Ça fait partie de un peu mes nerfs de guerre de voir des textes qui ont du potentiel et qui ont quand même des virgules placées n'importe comment. Donc Oui, c'est d'ailleurs, on va y venir tout à l'heure, hein, sur la partie de, voilà, des je choses qui développe pas nous tout, alertent mais et notamment la disparition de ces ponctuations dans la plupart des copies des élèves aujourd'hui. On a tendance à oublier que c'est très important, les virgules, les points-virgules, les points de suspension. On va en reparler. Euh, Eugénie, j'ai évoqué ton premier roman, Le temps des promesses, tout à l'heure en introduction. Est-ce que tu pourrais nous en parler, nous faire un petit pitch de ton roman, de ton travail? alors, Le temps des promesses, c'est le premier tome de ce que j'ai appelé la saga Romarin, qui sera donc une tétralogie, une, euh, une trilogie avec 4 livres finalement, une saga en 4 livres. Le premier tome, donc Le temps des promesses, parle de Mathilde et de sa fratrie qui sont héritiers d'une propriété familiale et qui doivent jongler entre leur côté un peu top de la société, très haute bourgeoisie, voire aristocratie, et leur vie privée, les petits couples, les projets de vie personnelle en fait. Et donc le gros défi de Mathilde, qui est l'aînée des filles de cette fratrie de 5, c'est de jongler entre sa vie personnelle et sa vie publique. Et voilà, donc il arrive plein de choses parce que sa famille est pas très douée pour cacher certaines choses, etc. Il y a des petits soucis, mais voilà, elle sait aussi s'entourer et voilà. Et là, je suis en pleine rédaction du deuxième. J'avance bien, je suis contente. Et voilà. Et j'espère une sortie au printemps, voilà, au printemps 26. Alors, pendant l'écriture de ce roman, là, le deuxième qui est en cours, mais
après avoir terminé aussi le premier, tu es passé par ces étapes de correction qu'on connaît tous en tant qu'auteur, même quand on est apprenti écrivain, voilà, on a tendance à s'arracher les cheveux sur cette phase-là. Moi, j'avoue que je la déteste, cette phase de correction, parce que on est sans arrêt en train de revenir sur le texte, on se rend compte, moi j'appelle ça les coquilles fantômes, qu'il y a toujours une petite erreur qui s'est glissée, parfois même une grosse qu'on n'avait pas vue, un S oublié, un accord mal fait, ou quelque chose qui, a priori, pour des gens qui aiment la langue française, paraît grave. Et on se dit, mais c'est pas possible, je vais jamais m'en sortir. Toi, comment tu la vis, cette phase, comment tu la vis aujourd'hui et comment tu l'as vécue sur la publication de ton dernier roman? Moi, je délègue la partie correction. Pour le premier, enfin pour le temps des promesses, j'ai délégué à des gens qui étaient bénévoles et pas professionnels et donc il est resté des fautes qui ont été vues mais que sur la version imprimée, donc c'était un peu la honte. Donc là, je me suis débrouillée pour être sûr que quelqu'un me corrigerait mes fautes. Et puis le fait de faire moi-même la formation me permet de moins en faire aussi. Il y a toute la partie orthographe et il y a toute une partie qu'on oublie un peu quand on n'est pas dans le milieu, c'est la partie orthotypographie, c'est-à-dire le fait de des espaces, des sauts de lignes qui vont aller ou pas, tout ce genre de choses, des espaces qu'on appelle insécables, donc qui sont invisibles et qui permettent de fermer un guillemet français par exemple et de le laisser coller à la phrase qui clôt, parce que le guillemet à la ligne, bah typiquement on voit que ça et c'est une faute Ah oui. d'orthotypo. Oui. Euh, donc ça typiquement, bon il y en avait pas dans mon bouquin, mais typiquement on les voit, on les repère. Et là donc sur le second, en fait ce que je fais, c'est que je fais pas comme les auteurs, comme la majorité des auteurs. Moi j'écris directement. J'ai plus un travail en amont de réfléchir à bon bah qu'est-ce que je mets dans le bouquin maintenant. Et ensuite j'écris direct et je me relis pas parce que sinon j'y passerai un siècle. Et du coup, là, j'ai une alpha lectrice, donc une jeune femme qui me lit mon texte, qui passe derrière moi pour mettre un S quand j'oublie le S, les petites coquilles idiotes. Et puis derrière, j'aurai aussi une correctrice un peu plus sérieuse, un peu plus appliquée. Mais donc, elle me lit mon truc pour qu'aussi j'ai un retour direct. Mais sinon, je compare un peu avec la couture. Je fais de la couture sans patron en fait. J'écris directement enfin, je couds sur le tissu, ce qui est un peu risqué. Et en même temps, comme mon plan est hyper ficelé, comme je le disais, ça fait 12 ans presque que je vis avec mes personnages. La trame, je l'ai. Et du coup, c'est pas compliqué pour moi de broder. J'utilise beaucoup de métaphores de la couture. Il faut savoir que textile, c'est la même racine, le tissu et le texte en fait. Donc c'est pas des choses très éloignées étymologiquement. On est même plutôt proches. Donc voilà, ça me et ma maman étant couturière, je suis assez sensible à ce genre de choses. Donc voilà. Donc Alors, pour ma part, moi, c'est un cauchemar, hein. J'avoue que cette phase de correction, je la déteste. J'ai développé presque une phobie par rapport à ça parce que et après quand je vais récupérer les livres, quand j'ouvre le carton et que je feuillette et que si je me rends compte qu'il y a encore une coquille et parfois même juste de des problèmes d'orthotypographie ou des choses comme ça, je me dis le lecteur il va peut-être pas s'en rendre compte, mais moi je le sais. Et c'est terrible. Et alors, parlant justement de coquilles dans les romans, dans les publications diverses et variées, que ce soit des articles de presse ou des romans, moi, j'ai remarqué que ça concerne pas seulement l'auto-édition. Alors, on peut être plus indulgent quand on achète un roman d'un auteur auto-édité parce qu'on sait qu'il s'est débrouillé tout seul pour faire tout le travail de correction en faisant appel à des personnes peut-être très compétentes, mais en tout cas, il n'est pas passé par le réseau classique. Donc, on a plus d'indulgence. Mais quid des maisons d'édition traditionnelles qui font qui laisse passer des fautes et parfois de très grosses fautes. Donc moi, ça me hérisse particulièrement et je pense que c'est lié au fait que les maisons d'édition ont de moins en moins de budget pour payer de vrais bons correcteurs professionnels qui vont faire un vrai travail de relecture. Voilà, après ça, c'est mon interprétation. Mais toi, déjà, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ces lectures-là quand tu tombes sur des coquilles? Est-ce que tu en trouves aussi dans les lectures, je sais oui, pas, moi, chez Albin Michel, chez Flammarion, etc., chez Hachette. Et puis, voilà, comment tu expliquerais ça? je pense que on a arrêté de prendre le temps
et que tout le monde va vite en fait. Euh, et du coup, on va vite, on regarde pas. J'ai vu sur le groupe de correcteurs là, sur notre groupe de promo, il y a quelqu'un qui a pris en photo un bouquin jeunesse. Il manquait un S du pluriel sur un mot. Et c'est la honte quoi. Enfin, je veux dire, c'est un bouquin édité par je sais pas quel éditeur jeunesse hyper connu. Le bouquin, il est acheté des centaines de fois, voire des milliers de fois, parce que c'est un truc sur je sais plus sur les dinosaures ou un truc comme ça. Donc un sujet très prolixe et on se retrouve avec un S en moins quoi. Moi je me suis arrêtée dans une lecture parce qu'il y avait une faute de conjugaison à la Mm. page je sais plus la page 30 et ça m'a un peu vacciné contre la enfin du fait de me forcer à lire ce bouquin alors que je rentrais déjà pas dedans. En auto-édition, j'ai tendance à être un peu plus souple parce que Oui. moi-même auto-édité, je fais des fautes, donc je peux pas punir les autres. Par contre, quand il y en a trop et que je suis en contact avec l'autrice, je vais le voir en lui disant bon bah est-ce que tu voudrais pas que je repasse derrière quoi parce que là j'en ai lu un. C'était il y avait marqué il y avait un personnage qui disait je vais lui mettre mon poing dans la figure point POINT. Ah Voilà. oui, oui, Ça, oui, c'était oui, la oui. dernière en vue. Après, bon, s'il y en a une comme ça dans tout Bon, le il n'y en livre, avait pas une comme ça. bon, Celle-là, je l'ai on dit, notée parce allez, qu'elle ok, était flagrante. c'est Mais une erreur. Bon, voilà, ça a bavé, c'est pas grave, tant pis. Mais après, c'est vrai que si c'est récurrent et si en plus il y a le label d'une maison d'édition, c'est vrai que ça peut être choquant. Alors, juste les commentaires, je vois quelqu'un qui met, elles utilisent l'IA. Alors, elles, les correctrices, mais il y a aussi des correcteurs. Hein, on va pas être non plus généralisé. Tous les correcteurs sont pas des femmes, mais c'est vrai. Oui, j'ai répondu. Je pense qu'il y en a beaucoup dans ces maisons d'édition. Peut-être que le L, c'était les maisons d'édition qui voulaient désigner Monsieur 432 là, donc sur le commentaire là qui s'est affiché à l'écran. Je pense qu'ils utilisent aussi l'IA parce que c'est beaucoup plus pratique. L'IA est un outil formidable, mais elle fait aussi des erreurs. moi, je pense que le métier de correcteur surpasse l'IA quand même. Peut-être que les maisons d'édition y font appel. Oui. Moi, en tant que correctrice, les exercices qu'on me donne, je l'utilise pas. Je l'utiliserai pas en tant que professionnel parce que je suis meilleur en orthographe que ChatGPT. Et et que en fait les ordinateurs c'est comme le correcteur orthographique de Word en fait les correcteurs à partir du moment où le mot existe ils vont pas faire attention à le corriger typiquement j'avais envie de lui mettre le point dans la figure le point POINT existe et l'IA et le Word n'a pas le contexte et du coup enfin ne réfléchit pas au contexte et du coup va laisser la faute alors que un humain qui lit le texte va se dire non mais là il y a un problème quand même. Ma mère elle a mis le point sur le nez comme ça, enfin le doigt sur le nez pour faire un petit point. Bon, c'est un peu absurde en fait. C'est, enfin dans un texte absurde ça serait passé. Là c'est un vrai point comme ça qui était censé être donné. Donc ça, le sens est compris, mais c'est quand même hyper gros finalement pour un point comme faute quoi. Voilà. Alors on arrive sur la première partie, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le rapport compliqué des Français à leur propre langue. Parce que, soyons honnêtes, quand on regarde autour de nous, on voit beaucoup de gens, ce que j'expliquais en introduction, qui ne maîtrisent pas les bases. On voit des messages, on voit des CV, on voit des mails et parfois, personnellement, je tombe de ma chaise. Hein. On a aussi la lecture qui est en chute libre, l'écriture qui est de plus en plus fragmentée, l'effet réseaux sociaux qui a perturbé la concentration de beaucoup de monde. Bref, il y a beaucoup de transformations rapides. Et puis, c'est vrai qu'en tant que professeur et écrivaine, j'ai constaté qu'il y a de plus en plus de fautes. Aujourd'hui, avec les jeunes générations, aujourd'hui, les élèves de collège et de lycée ont des niveaux de conjugaison et de grammaire qui sont proches du CE1 et du CP même parfois, puisque quand on sait que le présent indicatif du verbe être et du verbe avoir n'est toujours pas acquis aujourd'hui pour des élèves de quatrième, de lycée et même de BTS, parce que j'ai aussi travaillé avec des BTS pro qui ne maîtrisent pas la conjugaison du verbe être au présent de l'indicatif. Donc moi, je trouve ça grave. Ils ne connaissent pas la ponctuation, sont des phrases à rallonge qui font 10 kilomètres sans point, sans virgule, sans rien. Ils maîtrisent pas forcément la syntaxe, parfois des phrases qui ne veulent rien dire. On a l'impression que c'est voilà un étudiant étranger qui est là depuis 6 mois et qui découvre la langue. Donc ces phrases sans queue ni tête,
d'un jeune, d'un élève en école primaire, c'est normal, on apprend, on en apprend chaque jour. Mais quand on est dans des études supérieures, ça devient un peu choquant, même si on se destine pas au métier de lettres, même si on se destine pas à devenir professeur de français. Donc, les résultats des évaluations nationales ont révélé que au moins la moitié des collégiens ne savent pas lire correctement. J'en suis témoin directement puisque je travaille dans un collège. Alors, ma question, Eugénie, et même la question que je vous pose à vous, auditeurs et spectateurs qui êtes là sur le replay ou en direct, est-ce que, selon toi, Eugénie, est-ce que selon vous, spectateurs, on fantasme un âge d'or qui n'a jamais existé? Ou bien il y a vraiment une déliquescence, on assiste à une déliquescence de notre belle langue française. Alors, je pense que c'est une histoire de toujours trop vite en fait. Enfin, c'est donc je pense qu'on fantasme en partie sur les auteurs qui avaient une belle langue mais qui faisaient quand même des fautes. J'ai lu un paragraphe d'un truc de Voltaire, donc philosophe des Lumières du XVIIIe siècle. On pourrait s'attendre à ce que son orthographe soit irréprochable et en 3 lignes il y a 3 fautes. Du style orthographe avec un F et ce genre de petits plaisirs quoi. Donc des trucs un peu flagrants à tel point que je me demande si c'était un peu fait exprès aussi quoi. Mais et en même temps, il faut pas oublier l'évolution de la langue. On en reparlera. Une langue vivante, c'est une langue qui évolue. Mais par rapport à l'orthographe des élèves, je pense que ça leur passe au-dessus. La grammaire est tellement compliquée, ils en ont rien à taper parce que ça les intéresse pas. C'est trop compliqué. Et du coup, c'est beaucoup plus compliqué d'apprendre des règles de grammaire que d'apprendre les tables de multiplication et les théorèmes de maths et les dates en histoire. Et comme on va au plus simple parce qu'on a une concentration qui part en live, du coup c'est plus simple de d'écrire n'importe comment. Moi je le vois quand je fais mes dictées aux élèves et que ils écrivent AIT à la fin de tous les verbes en et, alors que je m'attendrais à ce que la faute qu'ils fassent c'est ER ou et. C'est la leçon qu'on vient de voir, on a fait des exercices dessus et le premier truc qu'ils disent c'est AIT à chaque fois. Et je suis en mode mais pourquoi d'où il sort cette terminaison de l'imparfait qui sort un peu de nulle part, à part du fait qu'ils étudient l'imparfait à l'école. Mais voilà, je pense que les méthodes d'apprentissage de la langue française, le côté pédagogique, est un peu HS et que du coup c'est la pédagogie qui pose problème par rapport à la à, à l'explication de la langue française. Un enfant qu'on écoute qui invente ses histoires, qui joue au papa et à la maman, ou à la maîtresse, etc., va utiliser des verbes du plus que parfait, des trucs hyper sophistiqués, et dès qu'on les met à l'écrit, il y a plus personne. C'est Rio ne répond plus quoi, vraiment, et c'est un peu de... Oui, j'ai des greffes. C'est C'est vrai, un c'est peu vrai. dommage. Donc toi, tu parles de De... la pédagogie. Est-ce que tu es aussi d'accord avec le fait que le numérique a peut-être affaibli aussi la concentration des élèves? Parce que c'est vrai que l'éducation nationale, tout le système porte aussi une part de responsabilité, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi l'influence du numérique dans nos vies? Ah mais si, Qui fait on n'écrit plus, et quand on écrit, on va au plus simple, et du coup, on fait des fautes, et on fait des vocaux, et aujourd'hui, les vocaux, moi, je supporte pas ça, et Ah je oui, moi lutte. j'en fais beaucoup des vocaux. Voilà, c'était un clin d'œil. Les vocaux tuent aussi la langue, en fait. On n'écrit plus. On va au plus vite. C'est beaucoup plus simple de prendre 3 secondes pour faire un vocal en disant ouais, ok, que de écrire ouais, ok. Et du coup, euh, on envoie des vocaux. On envoie des vocaux de 3 minutes. Donc la personne en face écoute un podcast en fait parce on n'a pas le choix. Et, euh, et donc moi, je mets l'accélérateur parce qu'en plus, il y a des gens qui parlent lentement, etc. Ce qui est pratique avec Instagram, c'est on peut transférer, mais dans le transfert, on voit tous les fautes, les bégaiements, les trucs. Le transfert est quand même pas top, mais au moins ça existe. Et on se retrouve au lieu d'avoir des textes qu'on lit qui sont discrets et tout, on se retrouve avec des vocaux de 3 minutes, on se retrouve comme au téléphone et on n'est pas au téléphone, on discute
comme si on était au téléphone, mais en direct. Et derrière, il y a les personnes de la génération précédente qui disent, mais à qui tu parles? Bah, à mon téléphone, parce que la personne en face m'envoie des vocaux et que moi aussi, je cède et j'en envoie parce que c'est plus simple. Mais en envoyant des vocaux, on perd l'habitude d'écrire et quand on envoie des SMS, on écrit n'importe comment parce que c'est beaucoup plus rapide et que dans les années 2000 avec les téléphones à touche, c'était plus facile d'écrire que un C que d'écrire C apostrophe EST et on a pris l'habitude d'aller vite et Twitter n'a pas aidé et aujourd'hui ça devient normal de faire des fautes sur les réseaux sociaux, sur le téléphone, oui, et du coup les gamins, les enfants, les élèves euh, zappent les règles parce que ça fait partie des trucs. On a aussi un truc, c'est qu'on est tellement surinformé qu'il y a des choses qui ils zappent parce que voilà. Alors c'est compliqué après de leur faire comprendre qu'il faut se relire, se faire gaffe. Bon ben là pour ne pas confondre et er, on peut utiliser un verbe du troisième groupe comme mordre ou voir. Je préfère voir que mordre, mais on a il y a des trucs, mais et moi je me l'ai dit dans ma tête avant de faire l'erreur. Mais les gamins, ils ont plus tout ça. Qu'est-ce que c'est une Alors conjonction? concernant l'écriture, pardon, puisque tu parles des réseaux sociaux et tout ça, c'est vrai que ça a été prouvé scientifiquement que le fait d'avoir le geste d'écrire permet au cerveau de mieux mémoriser l'orthographe, la grammaire et tout le reste en fait. Alors j'ai une question. Pourquoi, selon toi, le français est-il considéré comme l'une des langues les plus difficiles du monde? Parce qu'on a une grammaire à la mort moelle. On a une grammaire vraiment. J'en ai une là de grammaire. Elle fait 900 pages. C'est l'enfer ce truc. Euh, et je suis littéraire, je suis absolument pas grammarienne, je trouve ça insupportable. J'en fais parce que mes élèves en font, mais je suis à peu près dans le même état qu'eux quand ils font les conjonctions de subordination, c'est vraiment l'enfer. Euh, Moi, j'adore mais ça. J'adore non, la grammaire. je déteste ça. Moi, je préfère les figures de style. Et je me tape, mon éclate, c'est les figures de style, c'est regarder un texte, la sonorité, le truc, le machin. C'est pour ça que j'adore la poésie. Le théâtre, finalement, c'est pas si mal aussi au niveau des figures de style. Mais alors, la grammaire, c'est insupportable, quoi. Et en plus, on n'a pas réussi à leur montrer que c'était utile dans la vie quotidienne de connaître ce que c'est une conjonction de coordination. Donc le mais oui et donc ornicar, on le connaît par cœur. On sait pas ce que ça veut dire, mais on le connaît par cœur. Et en fait, on sait pas ce qu'il y a de chaque côté. On comprend pas les mots conjonction de coordination. Personne ne comprend ce que ça veut dire. Moi, du coup, j'utilise des métaphores. J'adore les métaphores. J'utilise des métaphores en disant, bah, c'est comme l'articulation. Le car, Oui, il est entre deux mots. Elle n'est pas venue car elle était malade. On a deux phrases différentes et elles sont collées l'une à l'autre comme on colle des petits trains ou des articulations de jeux de construction. Et en fait, il faudrait que tout le monde pense la grammaire comme un jeu de construction et voilà. En français, on j'aime a l'idée de jeu de construction. Moi, voilà, ouais, là, tu cites on les a indépendantes juste à poser. C'est rigolo parce que je l'ai fait avec mes élèves hier, justement. Quelles sont les erreurs qui reviennent tout le temps? Alors, tu as parlé des et, AIT, ER, et on sait jamais. Enfin, nous, on sait, mais apparemment, la plupart des gens ont du mal à maîtriser ça. Quelles sont les erreurs que tu vois le plus souvent? alors le et ER qui m'agace, le AI et AIS, confusion du futur de l'indicatif et du conditionnel présent Ah oui. et qui sont quand même ben, pas du tout le même sens. Demain je ferai un gâteau ou demain s'il pleut je ferai un gâteau. J'écris bon mon exemple fonctionne pas une fois de plus mais c'est pas la même c'est S'il pas la même pleuvait, écriture. s'il pleuvait, je ferais un gâteau. S'il Ouais. pleuvait je ferai un gâteau. En fait le conditionnel est utilisé en second verbe après enfin et on conjugue un verbe au conditionnel quand il est utilisé après un verbe à l'indicatif. Et mais la confusion du premier groupe, enfin de la conjugaison du premier groupe est facile. Justement, avec notre cours de correctrice, là, on a reçu un cours de 50 pages sur la conjugaison, l'emploi des verbes, les valeurs, les trucs, les machins. Et un des premiers trucs qu'il disait, c'était que il y avait une quinzaine de temps différents et de temps en mode, etc. différents en français. L'anglais, il y en a 5.
l'anglais, il y a quand on écrit, bon, à part le verbe être qui est un peu bizarre, quand on prend n'importe quel verbe, c'est la même terminaison tout le temps. Il y a juste un s à la troisième personne du singulier. Bon, et ben Oui, on se et ça, demande et on va y pourquoi. venir sur la partie suivante. Pour moi, simplifier une langue, c'est simplifier la pensée. Et simplifier la pensée, c'est arriver, ne plus arriver à nommer forcément les choses et être forcément, peut-être après, plus facilement manipulable. Mais on va y venir tout à Mais l'heure avec on y Orwell tend, hein. et tout ça. Comment? On y tend parce que, par exemple, le passé simple, qui est au programme au collège, en primaire et tout, il n'est utilisé que dans les contes. Mhm. Et personne ne le connaît. C'est il vécut heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ok, j'ai utilisé deux verbes au passé simple, mais j'ai donné une phrase que j'utilise pas dans la vie quotidienne. Les bouquins qu'on lit, quand ils sont écrits au temps du passé, ils sont mal écrits. Et du coup, les bouquins qu'on lit sont quand même majoritairement écrits au présent. Et pourquoi? Parce que on colmate une lacune en fait. On, on essaye de cacher le fait qu'on maîtrise pas le reste du temps. Moi, mes premiers écrits, c'était des lettres, donc c'était des temps du passé. Je me suis rendu compte que le passé simple, c'était une catastrophe. Et ben, je suis assez vite passé à des temps du présent parce que c'est beaucoup plus simple d'utiliser le passé composé une fois de temps en temps et de surtout écrire au présent. Mhm. On se casse moins la tête. Voilà. Vous qui êtes en train de regarder, soit en direct, soit en replay, dites-nous, est-ce que vous êtes à l'aise avec l'orthographe, avec la grammaire, avec la conjugaison, ou pas du tout? Est-ce que vous avez des complexes par rapport à ça, ou au contraire, bon, ben, vous vous en fichez, ça vous empêche pas de vivre normalement? Quelle est la faute que vous faites toujours malgré vous? Dites-le en commentaire. Et puis, restez avec nous parce qu'on va voir, on va tester vos connaissances tout à l'heure. J'ai annoncé en introduction, on va faire un petit jeu concours et vous allez pouvoir gagner le livre de Génie. Et puis, encore une autre petite option, customiser un de ces personnages de roman. Alors, je suis tombée récemment sur une vidéo là, pendant que je scrollais bêtement sur les réseaux sociaux, pendant que je me brossais les dents, souvent je fais ça le matin, et donc j'écoutais un journaliste italien qui est passé sur RTL et qui disait, il s'appelle Paolo Levi, et il disait que ses amis italiens qui vivent à Paris font moins de fautes que ses confrères français. Donc des gens qui en fait sont censés connaître le français comme la poésie de Victor Hugo ou Prévert, voilà. Est-ce que pour eux, pour ces gens lettrés, pour les journalistes, les professeurs, les gens qui travaillent vraiment dans la communication, par exemple, est-ce que c'est normal de lire des messages truffés de fautes? Moi, j'ai eu des élèves, dont j'ai mentionné tout à l'heure, même en BTS, BTS première année, qui ne savaient pas lire. Et quand je dis qu'ils ne savaient pas lire, c'est que ils déchiffrent à peine les syllabes. On fait un devoir sur le transhumanisme, ils me font une rédaction sur la transhumance, sur les moutons. Donc on est à un niveau de, je te jure, c'est du vécu, de compréhension des énoncés qui est vraiment au ras des pâquerettes. Donc, ma question, Eugénie, c'est est-ce qu'il faut, selon toi, et pareil pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut durcir? Est-ce que ça va se passer peut-être dans les années à venir? J'ai l'impression que le vent est en train un peu de tourner. Est-ce qu'il faut durcir les règles d'obtention du brevet et d'obtention du baccalauréat? Je pense que ça va pas aider de durcir. C'est en cours. Hein, il me semble qu'il y a des réformes du brevet qui sont en train d'avoir lieu, comme tout le temps. J'ai l'impression il y a des réformes du brevet tous les 4 matins, mais enfin quasiment tous les ans, et que en gros il va falloir avoir le brevet pour aller au lycée. Bon, sachant qu'il y a le contrôle continu, truc machin. Après, ça fait un tri entre la fin du brevet école obligatoire, enfin instruction obligatoire, et le début et la direction en CAP, en bac pro, etc. Je pense que la manière dont les cours sont faits en français sont pas du tout attrayants, et que du coup les élèves qui ont un peu du mal décrochent trop vite. Et je voyais un post l'autre jour, je l'ai pas enregistré, je suis un peu idiote, qui disait que les textes de français sont des trucs classiques et que ça parle pas du tout aux élèves. Que si on leur faisait lire des textes d'auteurs contemporains pour ados,
comme Anne-Laure Bondou ou des personnes comme ça, ou Mario de Muraille qui est un peu plus pré-ado, mais voilà, des grands noms de la littérature française adolescente actuelle, il y aurait plus de succès parce qu'ils se rendraient compte que les auteurs peuvent aussi leur parler. Aujourd'hui, un collégien, il étudie, un troisième, il étudie les Confessions de Rousseau et des bouquins de Annie Ernaux. Alors, c'est des personnes assez importantes pour le monde des lettres, mais personnellement, j'ai jamais lu ni l'un ni l'autre et ça me donne pas très très envie, quoi. Comment ça, t'as jamais lu Rousseau, t'as pas lu Annie Ernaux, c'est scandaleux. Je suis choquée, comme ils disent les jeunes. Moi, je suis d'accord avec toi hein, sur le côté, le fait que lire les classiques, là, par exemple, en ce moment, on fait Corneille, le Cid, on a étudié Cyrano de Bergerac. Je pense que c'est important de l'étudier. Je trouve que ça serait plus adapté en lycée qu'au collège. Et le fait de donner un peu à lire de la littérature jeunesse, young adulte à des jeunes de sixième, cinquième, c'est peut-être après les attraper avec un hameçon pour après leur donner envie de découvrir les classiques, les piliers de la littérature française. Mais concernant les... Ah mince, je fais tomber mon stylo. Concernant les cours pas attrayants, là, je suis pas d'accord avec toi parce que finalement, ce qu'on demande aux professeurs, c'est d'être des espèces de gentils animateurs. Or, c'est pas notre fonction à la base. Que les cours soient captivants, intéressants, je te rejoins. Mais sur le côté attrait, à un moment donné, on se dit, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut que je mette un nez de clown et que je danse sur les tables pour capter l'attention de ceux qui ont du mal à se concentrer, tu vois? Donc, effectivement, il y a un peu de ça, mais sur ce point précis, j'ai pas tendance à te rejoindre. Ouais, bah après je suis pas prof, hein, donc je donne des cours mais à domicile, c'est plus facile de capter l'attention d'un élève pendant 1 heure que de 25. C'est bien pour ça que je suis pas prof en collège parce que Oui. ce serait très très compliqué pour moi et j'ai conscience de ne pas avoir cette autorité naturelle de gérer une classe de 25, voire 30, voire 35, et je suis Mhm. assez admirative de mes amis qui sont profs, euh, dont je me moque un peu, voilà, mais en même temps, je suis assez admiratif parce qu'il faut de l'aplomb, il faut être solide parce que les étudiants, surtout enfin, les ados, les élèves, ils vont chercher les brèches et ils vont s'y C'est vrai. engouffrer et c'est terrible. Moi, je suis beaucoup trop lisible au visage pour avoir une classe de 25 élèves devant moi. Donc voilà. Après, il y a des moyens par les jeux, par exemple. Oui, oui. Typiquement, avec un de mes élèves de sixième, je lui ai proposé une fois de faire un petit bac, mais pas un petit bac avec les couleurs, les animaux et les pays, un petit bac avec les classes grammaticales. Ah, c'est Et ben, bien. c'est beaucoup moins rigolo. Mm. Et en même temps, ça, je me dis, en petit groupe de 5-6, pendant une demi-heure pour réviser les classes grammaticales, ça peut être une bonne idée, quitte à faire derrière un exercice d'invention en utilisant les mots qu'on a trouvés pour faire une phrase. Alors Voilà. pour conclure par rapport au bac, au brevet et donc ce qu'on expliquait sur les examens et je te rejoins sur les classes grammaticales parce que ça me fait penser à quelque chose, c'est que mes grands-parents par exemple qui étaient des petits commerçants et qui avaient vraiment pas fait d'études ni quoi que ce soit à leur époque, qui étaient en plus d'origine espagnole, donc des immigrés etc. À l'époque en CM2, ils sortaient de l'école primaire et ils maîtrisaient tout ce que aujourd'hui on ne maîtrise pas encore arrivé au bac. Donc effectivement, ces classes grammaticales, ça reste un grand point d'interrogation encore pour les élèves qui confondent fonction, nature des mots et qui ont tendance à tout mélanger encore après des années de pratique. Alors, je glisse vers la deuxième partie pour qu'on essaie d'être efficace, puisque je sais aussi que tu es prise par le temps cet après-midi. Donc, la partie 2, c'est l'idée qu'en fait, aujourd'hui, on doit enseigner une langue difficile, on l'a vu, mais en plus dans une société très diverse. J'aimerais aborder donc un sujet essentiel, sont les défis que rencontre l'éducation aujourd'hui parce que nous avons des classes très hétérogènes, des enfants qui parlent plusieurs langues à la maison, des contextes familiaux qui sont très variés et tout ça, c'est un vrai défi pour l'école comme pour les enseignants, sachant qu'en plus le nombre d'heures de français n'a fait que diminuer, décliner au fil des années, hein, au profit d'autres matières, par exemple, comme l'anglais ou l'informatique. Donc le français, déjà complexe pour un natif, devient
probablement une montagne pour ceux qui n'ont pas grandi avec cette langue. Alors, j'aimerais te poser quelques questions. Comment, selon toi, on transmet une langue aussi riche et compliquée à des publics aussi différents? Et dites-nous en commentaire aussi ce que vous en pensez et on lira les commentaires s'il y en a quelques-uns de pertinents. Eugénie. Moi, j'ai peu de contact avec ces publics allophones en fait, mais j'ai quand même une micro-expérience de français langue étrangère parce que quand j'étais ado, j'habitais à Tours et on était famille d'accueil pour des étudiants étrangers. Et on s'est rendu compte à ce moment-là avec ma maman et avec mon papa et enfin voilà, on s'est rendu compte qu'ils posaient des questions sur la façon dont était construite la langue que nous on se posait pas parce que ça tombait sous le sens et voilà, je pense aux étudiants qu'on avait l'été. Donc ils avaient des cours intensifs de français et en plus à la maison ils étaient en immersion dans des familles françaises aussi. Et nous, on n'avait pas un niveau d'anglais incroyable, donc on ne parlait que français. Donc on a appris à parler lentement, à réexpliquer des trucs. Le fait de parler du quotidien faisait ils étaient en immersion. Je pense qu'ils ont beaucoup progressé. Moi, j'ai gardé des liens avec certains d'entre eux qui étaient un peu comme des correspondants. Donc je leur parlais, surtout les anglophones en fait. Je leur parlais anglais, ils me répondaient en français. J'ai gardé des liens comme ça. Ça fait une grosse dizaine d'années que je suis en lien avec certaines nanas américaines qui sont venues chez nous il y a un gros paquet d'années. Et voilà, donc je pense que en fait le français langue étrangère c'est un truc particulier, c'est pas facile pour tout le monde, c'est d'autres compétences, d'autres méthodes par rapport au français Oui, mais le langue. français langue étrangère dans une classe d'étrangers, c'est une chose, mais le français, l'étranger qui est parachuté dans une classe où l'on a des programmes adaptés plus ou moins à des natifs, c'est très compliqué à gérer parce que c'est un élève ou deux sur 30, plus tous ceux qui ont des difficultés, les dyslexies, les dyspraxies, etc., plus tout le reste. Et c'est ça qui fait que c'est extrêmement compliqué aujourd'hui d'enseigner. Et c'est pour ça ma question aussi, c'est tu as parlé des méthodes qui devraient être un peu modernisées, par exemple par le biais du jeu. Tu as parlé tout à l'heure du baccalauréat. À quoi tu pourrais penser peut-être comme autre façon de procéder, peut-être pour arriver à gérer cette diversité au quotidien dans les cours de français au collège, au lycée ou plus tard même à l'université. Comment on fait pour arriver à faire en sorte que tout le monde ait ce même niveau de français, quelles que soient ses origines sociales, ethniques, et s'il parle à la maison français ou pas français, il faudrait que ça soit en fait pareil pour tous. Bah, en fait, le problème, c'est que j'ai plein d'idées, mais elles sont pas applicables dans les milieux scolaires. Je le sais très bien, ça va être des trucs un peu irréalistes, comme faire des groupes de niveau, comme avoir des classes plus petites, etc. Mais et du coup, de pouvoir faire des jeux, le petit bac, les sept familles, le truc, le machin, c'est pas faisable, c'est pas faisable. Donc, en fait, peut-être que c'est plus au primaire qu'il faudrait réformer qu'après au collège, parce que c'est au primaire qui sont les plus malléables, etc. Et que moi j'ai eu le cas l'année dernière en cours particulier d'un élève allophone. Euh, et je voyais qu'en une heure, ce que je lui racontais, ça rentrait d'un côté, ça ressortait de l'autre. Et j'ai fini par dire à la maman, mais madame, il a un souci d'ordre orthophonique en fait. Enfin, le fait qu'il soit allophone, le fait qu'à la maison il parle une autre langue que le français, c'est l'arbre qui cache la forêt. Derrière, il a des difficultés. La maman, elle a suivi mon conseil, elle est allée voir un orthophoniste. Et finalement, ils ont arrêté les cours à domicile pour n'avoir que des séances d'orthophonie. Donc, on parle des troubles 10, etc. Mais il y a toujours des moyens moi-même, je suis multi-10. Hein. Il y a Mhm. toujours des moyens de pallier, de compenser, etc. Même avec des mémotechniques. Il y a un truc aussi, on parlait de la trace écrite tout à l'heure. Quand je vois les cours de mes élèves, tous les primaires, ils ont des cours polycopiés Oui, et c'est une beaucoup catastrophe. de collégiens aussi. Et en même temps, j'ai l'impression que je fais plus écrire mes primaires que mes collégiens. Et ça m'inquiète. Je me dis, en fait, ils font des fautes. Mais les seuls moments où ils écrivent, c'est sous la dictée. Et sous la dictée, on prend pas le temps de vérifier si Oui. à la fin d'un mot où on entend et, c'est AIS, AIT, ER, et parce que
on n'a plus du tout la notion de et de est, et etc. Mon prénom c'est Eugénie, on l'écrit avec un accent grave une fois sur deux, voire sans accent, ce qui m'énerve tout autant. Et et je me bats pas pour ça parce que j'ai pas l'énergie, mais je me fais gronder moi dans mon cercle privé par pour le fait d'avoir d'un accent. J'ai pris des habitudes des gasconismes que voilà. J'ai habité à Bordeaux, mais à culpa. Ah, bah, Mais bah non, donc c'est bon, c'est bon. je prononce mal les et les ais, je fais pas la distinction en fait. Et apparemment ça pose problème. Donc voilà. Toujours est-il les idées que j'ai seraient du coup plutôt au primaire de faire des classes de niveau comme ce qu'ils font un peu enfin de faire un truc par niveau, un peu comme ce qu'ils font dans les écoles hors contrat où il y a qu'une seule classe où les élèves évoluent à leur rythme. Ça permet d'acquérir plus ou moins des choses et voilà, et ensuite avec des fiches de progression plutôt que de reprendre tous les ans. Bon, bah on Mhm, va voir en septembre le présent, en novembre l'imparfait et puis le passé simple et mhm, puis voilà. Et l'année suivante on recommence parce qu'ils ont tout oublié, parce que c'est ça leur ça. passe au-dessus et que voilà. Derrière il y a aussi des enfants qui lisent à la maison, qui bouffent Harry Potter, qui bouffent plein Oui, oui, et de d'ailleurs, on voit livres. bien en classe le décalage qu'il y a entre des élèves qui lisent beaucoup et ceux qui lisent pas du tout. Donc ça, c'est vraiment, Oui. on le voit et c'est Et criant. quand on lit en Alors, élève, j'enchaîne, pardon, Eugénie, parce que encore une fois, l'heure tourne et je sais que tu dois partir. Moi, je pense à ton rendez-vous après. On sait que la langue française est née véritablement en 1539 avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui est un texte fondateur, vous connaissez peut-être pas, qui a imposé la langue française dans tous les actes à portée juridique de l'administration et de la justice du royaume. Donc c'est là en fait que la langue française est véritablement née au détriment du latin, puisqu'on a laissé petit à petit le latin de côté. Et depuis, bah, le français a subi beaucoup d'influences, donc l'italien, l'espagnol, l'anglais, l'arabe et même les langues asiatiques qui ont influencé notre langue. Et j'ai vu passer récemment le livre d'un linguiste. Alors là, c'est parce que je regardais sur CNews l'interview de ce linguiste qui s'appelle Yana Grinchpun. Alors j'espère que j'écorche pas son nom, qui a parlé de weşisation, je cite, de la langue française au sujet des expressions comme voilà, wesh, mesquine, le seum, et il écrit: ce sont des expressions issues du monde arabophone, très cohérents actuellement. Leur diffusion est liée à un mimétisme social, mais aussi à l'influence d'une identité arabo-musulmane très présente dans l'espace public. Alors, aujourd'hui, cette diversité linguistique, est-ce qu'elle affaiblit ou au contraire, est-ce qu'elle enrichit notre langue? Eugénie, qu'est-ce que tu en penses? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-moi en commentaire sur le direct ou en replay. On a envie de lire vos avis. alors, je pense qu'une langue qui n'évolue pas, c'est une langue morte. On a l'exemple avec le latin, par exemple, qui a évolué en plusieurs petits bébés comme l'italien, qui est quand même du latin. Enfin, selon moi, l'italien, c'est du latin moderne. En espagnol et en français. La weshisation, etc., c'est bien un délire de CNews. Moi, je pense que l'anglicisation est beaucoup plus prenante dans En le, l'occurrence, c'est pas un délire de signaux, c'est un délire de, enfin délire. Moi, je sais pas si c'est un délire, mais c'est de, comment il s'appelle, comment j'ai dit, je me rappelle plus son nom. Voilà, tu vois, je voulais le reciter. ouais, mais l'idée sur De CNews, ce fameux linguiste, ouais. voilà, qui était invité sur le plateau. Mais donc oui, il y a de la wishisation, mais les mots qui rentrent dans le dictionnaire, ils viennent quand même beaucoup plus de l'anglais. Les nouveaux mots dans le dictionnaire en 2023, donc il y a 2 3 ans, dans le Petit Robert, c'était multiverse, crush, ghosté. Et Mhm. ou d'autres mots, des mots valises, des mots qu'on construit comme complosphère, qui vient de complotisme et Ah de oui. sphère. Voilà. Et ça, c'est des mots donc qui rentrent dans le dictionnaire parce que l'usage fait la langue et que c'est des mots qu'on utilise. Mais d'où ils viennent ces mots? Ils viennent plutôt soit de construction avec un peu de grec ancien et un peu de d'autres choses, soit complètement de l'anglicisme, ghosté, crush, multiverse. C'est des trucs qu'on entend que le premier à parler de multiverse,
c'est Zuckerberg, quoi, c'est Monsieur Facebook, donc enfin Monsieur Meta aujourd'hui. Mais voilà, c'est eux qui font enfin, oui, c'est l'usage qui fait la langue. Donc oui, il y a la langue des cités qui est très arabophone et qui prend du pouvoir parce que par le soft power, par les chansons, etc. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui écoutent des chansons en anglais. Moi, je le fais pas, mais beaucoup de gens écoutent des chansons en anglais et du coup ont des expressions en anglais. Moi, j'ai beaucoup plus d'expressions en anglais du style ASAP. Je vois beaucoup marqué IMAO. Bon bah le temps que je comprenne que IMAO c'était in my own opinion avec mon magnifique accent, ça a mis du temps quoi. On a beaucoup moins de traces dans notre langue orale de d'espagnol ou d'italien en fait. Même nous dans le sud-est où on pourrait avoir des italianismes en fait, il y en a pas tant que ça. Si on dit pizza et spaghetti, mais en fait, Et si, parce que nous, dans le sud, quand même, avec le patois, là, du côté de Marseille, on a quand même le provençal, qui est une langue ouais, qui s'appuie beaucoup sur l'espagnol et l'italien. Donc, c'est une espèce de oui, oui, mélange mais on entre a fait l'espagnol et l'italien. l'occitan, quoi. Comme l'occitan, Oui. c'est des langues latines en fait. Là où le français, à la différence de l'espagnol et de l'italien, a aussi des racines celtes en fait, des racines germaniques et celtes. Et du coup, des mots gaulois, des mots qui viennent d'un peu partout. Les cours d'histoire de la langue, c'est passionnant. Mais toujours est-il que je suis pas sûr que la l'arabe soit la seule langue qui nous envahisse. Je suis pas du tout sûr non plus que la conquête arabe ce soit un problème du XXe siècle parce que je suis pas du tout sûr que ce soit un problème, mais que il y a quand même eu des invasions arabes au Moyen Âge, enfin au 8e siècle, etc. Donc on avait des mots arabes bien avant de tout ce dont on entend parler aujourd'hui. Mhm. Et voilà. Après, Donc, donc ça fait voilà. Donc que je pense ça une nous langue amène qui donc à manque cette... d'équilibre et voilà. Même je pensais à un truc. Nos vêtements, comment on les appelle? Un pull, un short, un Oui. jean. Là, j'ai pas dit un seul mot français en fait. Donc Mhm. voilà. Et les Anglais ont aussi, il y a aussi des mots qui font l'aller-retour, qui partent d'un côté, qui reviennent de l'autre. C'est comme ça qu'on a flirté. Sauf que flirter, ça vient de compter fleurette, qui veut dire la même chose. C'est juste Mhm. qu'ils ont modifié, c'est revenu. Bon bah on flirte avec son crush. Là, ma phrase, elle est française, mais pas trop quand même quoi. Oui. Je dis pas ça Eh à oui. ma grand-mère. Ma grand-mère, elle Donc, comprend pas de quoi je parle. Donc le Donc français, il voilà. n'est pas mort, hein, il évolue. Ça nous amène donc à cette troisième et dernière partie. Donc on a tendance à croire que le français devrait rester figé, mais une langue figée, bah, c'est une langue morte, hein. Donc aujourd'hui, le français, tu l'as dit, hein, n'a plus rien à voir aussi avec celui du Moyen Âge. Et dans 50 ans, vraisemblablement, il aura encore changé. Et parfois, ce qu'on considère comme des fautes bah, finira par devenir la norme. Donc, c'est arrivé très souvent dans l'histoire de la langue. Donc, Eugénie, est-ce que tu peux nous donner des exemples de choses qui choquaient autrefois et qui sont aujourd'hui parfaitement acceptées? Alors, je pense par exemple aux fameux haricots, parce qu'on dit normalement des haricots. Mais maintenant, c'est toléré et on peut dire aussi des haricots et ça choque plus personne. D'autres exemples peut-être? Ça, c'est les réformes de l'orthographe récentes. Alors moi, je suis pas très au point là-dessus. C'était des histoires de écrire oignon en enlevant le GN et en écrivant avec un I ou nénuphar avec un F, ce genre de choses. Je trouve que ça dénature un peu le truc parce que simplifier n'aide pas à garder les racines. On enlève les racines. Les Espagnols sont très forts là-dessus, d'enlever tous les PH qui viennent du grec ancien et pour les transformer en F. C'est les champions du monde là-dessus. Mais une fois qu'on sait ça et qu'on rajoute des O et des A, je simplifie beaucoup, mais on parle espagnol, voilà. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Et donc j'ai pas d'exemple, mais oui, il y a des mots qu'on n'utilisait pas avant et qui sont devenus évidemment j'en ai plus, mais c'est de la gentrification en fait. Ça passe d'une génération à l'autre.
et ça évolue et ça passe dans le langage courant et voilà. Mais Alors, sans exemple comme ça de mots. alors moi, ce que je déplore, c'est pas l'enrichissement de la langue française avec plein d'influences de tous les pays, que ça soit l'anglais, l'arabe, l'italien, enfin n'importe quel pays. Moi, ou les anglicismes, hein, parce que voilà, justement, tu en as parlé. Mais c'est surtout l'appauvrissement de la langue. En fait, c'est la réduction du vocabulaire, moi, qui m'inquiète. 10% des Français ne maîtriseraient que 400 à 500 mots qu'ils utilisent régulièrement dans le quotidien et c'est tout. Ils tournent comme le hamster sur sa roue toute la journée avec ses 500 mots. Alors, Aurore Ponsonnet a écrit, donc elle, c'est une formatrice en orthographe et autrice du français pour adultes consentants. Je l'ai pas lu, mais j'ai trouvé ça sur Internet très intéressant. Donc, j'ai lu, elle a dit, nous assistons à un massacre sans rien faire. Les jeunes n'ont plus de vocabulaire et ne savent plus écrire. Jean-Marie Rouard, qui est aussi académicien, lui, il parle de chef-d'œuvre en péril. C'est beau pour dire chef-d'œuvre pour la langue française en péril, donc en danger, pas par rapport à l'influence des pays autour de notre langue, mais par rapport à l'appauvrissement. Alors, j'ai remarqué que les subjonctifs imparfaits et les passés simples ont disparu, tout comme les formes composées du futur, les participes passés, tout ça. Tu l'as évoqué tout à l'heure quand tu as parlé du passé simple. Donc, en fait, ça donne lieu à une pensée qui est limitée au présent, à l'instant, une pensée qui est incapable de se projeter dans le temps. Donc, les études démontrent aussi le rétrécissement du champ lexical, donc du vocabulaire. Donc, quand on est incapable de mettre des mots sur des émotions ou pour construire un raisonnement de pensée, par exemple, ça donne forcément libre cours à l'impuissance. Et quand on se sent impuissant à exprimer les choses, ça ouvre la porte aussi à la violence. Il y a les subtilités de la ponctuation, on en a parlé au tout début du live, qui ont disparu. Donc, c'est un très bon article de Marianne que m'a transmis mon papa et que j'ai lu. Oui, parce que parfois, il croit que je lis pas les articles, mais je finis toujours par les lire. Par exemple, le point-virgule qui a disparu. Et le titre de l'article, si je ne m'abuse, c'était le point-virgule, ce silence qu'on n'entend plus. Ce silence qu'on n'entend plus. Et c'est un silence important qui donne du sens à la phrase. Donc, ça, c'est dommage. Et l'histoire est riche d'exemples et les écrits sont nombreux, donc de Orwell à Bradbury avec Fahrenheit 451, qui ont relaté comment les dictatures de toutes les obédiences réduisent et tordent le nombre et le sens des mots. C'est Émile Zola qui disait « La langue est une logique. La langue est le sang de l'âme dans lequel s'écoulent les pensées et se développent les rêves », disait aussi Olivier Wendell Holmes. Donc, il n'y a pas de pensée critique sans pensée et il n'y a pas de pensée sans mots. Donc Eugénie, j'aimerais beaucoup ton avis là-dessus, sur l'appauvrissement du vocabulaire. Qu'est-ce que tu en penses? Il faut commencer par la base, c'est-à-dire le dictionnaire. L'ordre alphabétique, le dictionnaire qu'on apprend à utiliser quasiment en même temps qu'on apprend à lire et qui n'est pas acquis par tout le monde. Quand même, moi je le vois avec mes élèves et du coup ils pensent pas à certains mots. Et c'est vrai que une fois de plus, je prends l'exemple de mon petit bac. Mon élève qui sèche, qui confond les adverbes et les adjectifs, donc ça c'est un problème de grammaire, et qui sèche aussi pour trouver des noms communs commençant par telle ou telle lettre, et là c'est un problème de vocabulaire, indépendamment du fait qu'il n'y met pas beaucoup de volonté et que du coup il perd un peu, donc je l'éclate au petit bac, mais c'est aussi un problème de vocabulaire qu'ils ont pas quoi. La semaine dernière, j'ai fait un sujet de brevet avec un élève de troisième. Donc il y a un certain nombre de mots qui sont mis en bas. C'est un texte de Camus. Et un certain nombre de mots qui sont mis en note de bas de page en explication. Et il me demande ce que ça veut dire démanteler, une voiture démantelée, une barque démantelée. Et je lui dis bah c'est elle est déconstruite en fait. Et il avait pas de dictionnaire sous la main et il avait pas du tout le contexte, enfin le contexte ne l'aidait pas aussi à comprendre ce que voulait dire démanteler, ce qui est un petit peu dommage. Et voilà, donc il manque de vocabulaire et malgré les sessions qu'ils ont sur le vocabulaire des émotions, du truc, du machin, c'est compliqué pour eux de trouver avec un autre élève de cinquième cette fois. C'était le mot mélancolie. Il fallait le classer dans une des catégories des émotions.
et je lui dis, bah écoute, sors ton dictionnaire et regarde ce que veut dire mélancolie. Le premier mot de définition, c'était tristesse. J'avais pas envie de lui donner la réponse en fait, donc j'ai préféré lui faire chercher dans le dictionnaire. Et ça, c'est un jeu qui peut être assez difficile parce que dès qu'on touche à l'orthographe, on va être un peu, ça va être un peu pénible pour les élèves 10, mais en même temps, ça peut aussi leur montrer enfin, le dictionnaire fait partie des outils qu'il faudrait avoir. Aujourd'hui, on tape un mot sur Google, Et il comprend voilà, tout seul ce que ça effectivement, veut je dire. te rejoins à 200% sur sur l'utilisation du dictionnaire parce que c'est vrai que la facilité qu'on a à chercher avec ChatGPT ou Google ou peu importe, on a tout de suite instantanément le mot, mais c'est valable aussi pour l'apprentissage des langues étrangères. Alors que nous, enfin moi, parce que je suis plus âgée que toi, à mon époque, c'est vrai que on se cassait le bol à aller chercher le mot dans le dictionnaire, on se cassait le bol une fois, pas deux, parce qu'on n'avait pas envie de recommencer, donc le mot il restait dans la tête, on s'en souvenait. Alors qu'aujourd'hui, bon, on a tendance On passe du à zapper. temps, on passe du temps dessus. On passe du temps dessus et du coup on s'en souvient. Et aujourd'hui on va trop vite. On retient pas parce qu'on passe pas de temps sur le truc. On a l'habitude de scroller, encore un anglicisme. On a l'habitude d'aller vite. Quand ça va pas assez vite, on se barre parce que on zappe, encore un anglicisme, ça nous saoule. La télé c'est pareil, on regarde que des trucs courts. Euh, ou alors il faut qu'il y ait de l'action, qu'il y ait des cliffhangers, encore un anglicisme. Et tout à l'avenant en fait. Soit il faut que ce soit prenant, soit il faut que ce soit hyper rapide. C'est pour ça que des trucs comme les épisodes courts des séries sur TF1, France 2, France 3 là qui durent depuis 150 ans. Pourquoi ça fonctionne? Parce que c'est épisode de 20 minutes. En 20 Mhm. minutes, il se passe trois trucs incroyables. On est là, mais d'où ça sort? Et ça continue le lendemain. Et c'est ça 6 jours par semaine. Et ça fonctionne parce que c'est tellement incroyable. En plus, ça se passe dans des villes françaises et tout. Tu sais de quoi je parle. J'ai pas la télé, mais tu sais de quoi je parle. Et Oui, on oui. regarde. Il faut pas zapper un épisode parce que en 2 épisodes, en une semaine d'épisodes, il se passe 40 choses. On comprend plus rien. Machine est enceinte, machin est mort. Truc muche accouché avec l'autre. Du coup, Bidule est pas content. Enfin, globalement, c'est encore plus rapide qu'un épisode de Grey's Anatomy, quoi, qui est C'est déjà quand ça, même oui. assez haut en couleur de ce côté-là. Et les séries, du coup, un peu anciennes, un peu plus lentes, ou des séries actuelles mais un peu plus lentes, vont moins fonctionner. J'ai commencé à regarder une série l'autre jour. Bon, j'ai arrêté au bout de d'un quart d'heure parce que ça m'a saoulé d'aller trop lentement, en fait. C'était lent. Oui, Donc oui, j'ai et on arrêté. voit que ça s'accélère à tous les niveaux. Alors, pour conclure cette partie donc sur ben, le développement de la langue française, son évolution, à ton avis, où placer la limite entre préserver la langue, garder certaines normes grammaticales, entre autres, conserver nos temps du passé, le passé simple, le subjonctif imparfait, tout ça, et en même temps, ben, laisser vivre la langue, la laisser se transformer, la laisser suivre son évolution naturelle. Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? euh, que Et il bonjour faut Bérangère qui nous rejoint sur la vidéo. il faudrait demander l'avis aux gens hein, qui parlent. Enfin, il faudrait sonder les gens, mais pas l'académie. L'académie pour qui j'ai beaucoup d'admiration, etc. Est un peu obsolète en fait. C'est des gens qui ont l'habitude de penser à ça, qui ont les études qui vont bien, etc. Il faudrait demander aux boulangers, aux maçons et aux vendeurs chez Boulanger, le magasin de meubles, quoi, chez Ikea, ce qu'ils pensent de la langue française et quels mots il faut Mais moi, je suis garder. pas Donc, d'accord avec toi. Je pense pas qu'ils soient obsolètes. Je pense que ce sont quand même aussi des gardiens, des espèces de vieux sages là oui, qui gardent un patrimoine. On parlait tout à l'heure de chef-d'œuvre. Et ce chef-d'œuvre, ils ont une façon de le préserver en quelque sorte. Même si c'est vrai, je te rejoins là-dessus sur la complexité de la grammaire et tout ça. J'ai vu un article où on citait Raymond Queneau qui disait qu'en fait, oui, ça avait été toutes ces règles avaient été fixées
justement pour faire une sélection entre les sachants, donc ceux qui savent, ceux qui maîtrisent, et le bas peuple, soi-disant, les gens qui n'ont pas accès à la connaissance. Donc quelque part, je te rejoins dessus, mais en même temps, je me dis, c'est un peu sacré, c'est comme un temple sacré qui est en train d'être violé. Là, quand tu me dis ça, ça me fait mal dans le cœur. Mais en même temps, les académiciens, ils viennent pas du bas peuple. Enfin, je veux dire, c'est pas des, c'est pas, enfin, on sort pas. C'est assez compliqué d'accéder à des auteurs, à des hauteurs aussi importantes que l'Académie ou des chaires au Collège de France ou ce genre de choses. C'est des gens assez intéressants, mais qui pour le coup, ils se regardent un peu le nombril et leur belle langue et tout, et ils sont pas du tout dans le concret de la langue. Mmh. Euh, et peut-être qu'il faudrait plus demander aux gens du concret ce qu'ils en pensent pour en tirer quelque chose. Pourquoi le français pourquoi Villicoteret et pourquoi l'utilisation du français? Parce que le français, c'était une version romane du latin qui était jusque-là utilisé par tous les textes administratifs. Et François Ier a dit, bon, bah, c'est fini, on n'utilise plus le latin, maintenant on passe tout au français, au roman, en fait, au français parler, etc. Et en fait, il faudrait presque refaire un Villiers-Cotterêts Mmh. peut-être simplifiant le truc. Donc oui, les puristes, les conservateurs vont râler parce qu'ils perdront la belle langue et ça sera bien triste. Mais en même temps, euh, au contact avec les allophones et tout, est-ce qu'il faudrait pas un peu simplifier? Parce qu'on est en train de se faire rouler dessus par les anglo-saxons, qui, au niveau de leur nombre de locuteurs, c'est beaucoup plus facile de parler anglais et d'arriver dans un pays qui parle pas du tout anglais et de parler anglais quand même que de parler français. Oui, mais C'est pour ça que faire une comparaison avec la nourriture, par exemple, c'est beaucoup plus facile d'aller se procurer une pizza, un kebab ou un hamburger que de préparer soi-même un bon repas avec de vrais aliments nutritifs, quelque chose d'élaboré et de gastronomique. Donc, ouais, pour moi, ce serait une espèce de consommation fast-food du français. Mais j'entends tes arguments et je pense qu'il faudrait prendre un peu de tout ça pour arriver à trouver une solution. Bon, on va pas résoudre le problème là dans ce live, puis on arrive presque à terme de cet échange. Donc, je voudrais juste, pour les personnes qui nous regardent là en direct ou en replay, est-ce qu'il y a un mot récent qui vous hérisse le poil, que vous détestez, que vous n'aimez pas entendre ni voir écrit, ou au contraire, un mot moderne qui vous amuse ou qui vous plaît? Toi, t'as un mot qui te hérisse le poil en ce moment ou pas? euh, des noms de gens, mais non, pas de Ah mots non? particulièrement. Ah oui. Parce que moi, Des géants qui. les au jour d'aujourd'hui, du Ah oui, mais ça coup, c'est pareil. qu'est-ce qu'il y avait encore? Voilà, et tous ces trucs-là. Oui, c'est normal, on en parlait tout à l'heure avant le live, on a des tics, hein, c'est normal, voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, moi je dis souvent voilà. Mais il faut arriver à porter attention à ces mots-là pour qu'ils ne viennent pas parasiter ce qu'on est en train de dire. Bérangère a dit, en littérature, j'apprécie la langue classique, un imparfait du subjonctif me fait toujours plaisir. Ah oui, même dans un roman ultra contemporain. En revanche, dans les dialogues, je tolère tout. Oui, c'est subjonctif imparfait, on ne les voit plus. Il fallait que je fumasse. Et maintenant, c'est il fallait que je fume. En réalité, c'est toléré, mais on devrait dire il fallait que je fumasse. Oui. Ah oui, le malgré que, quel bonheur. Merci, merci Vérandère Ah oui, le malgré pour que, c'est une ce horreur. malgré que euh, qui fait un peu mal quand même. Mais voilà, après, j'en côtoie pas tant que ça de si mes adolescents, mais pas suffisamment pour avoir trouvé leur tic de langage parce que une fois de plus, quand les parents ont la démarche de faire appel à un prof particulier, surtout par la plateforme par laquelle je passe, c'est qu'ils sont déjà dans un certain niveau de d'attente scolaire et éducative, Mhm. etc. Et du coup, je renforce, mais Du coup, tu l'as j'ai dit. absolument pas de mission. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis du coup, tu l'as dit, ça y est, tu l'as dit. Je renforce, mais j'ai pas de
j'ai pas de contact direct avec des personnes vraiment allophones. Et en plus, je me dirige vers plutôt des des contacts avec des gens qui écrivent déjà, avec déjà des écrivains, des auteurs, potentiellement des chercheurs aussi, parce que tout le monde fait des fautes. J'ai lu Mm. hier, je voulais voir une thèse d'un ergothérapeute sur un sujet qui m'intéressait, et dès les remerciements, il y avait des fautes en fait. Dès les remerciements, dès les premières parties, il y avait des fautes. Et je disais, mais cette personne a sans doute fait 90 pages de thèse sur un sujet passionnant, mais que je vais pas lire parce qu'il y a trop de fautes. Et oui, Euh, oui, je te trop de comprends, coquilles en ça fait. me bloque aussi. Oui, je te comprends. Et, Alors, on et- arrive, on arrive sur cette dernière partie. On va se détendre un peu et je propose un petit jeu. On va voir si tu sais ou si tu sais pas. Moi, j'ai découvert des mots que je connaissais pas là en préparant ce jeu. Peut-être que tu les connais déjà. Alors, est-ce que le mot existe toujours ou est-ce qu'il est quasiment mort, voire carrément mort? Alors, si je te dis médirette, une médirette. Est-ce que vous savez, et si vous regardez en replay ou en direct, est-ce que vous savez si le mot médirette, il existe toujours? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Et s'il a disparu? Tu sais ce que ça veut dire, Eugénie? oui, oui, j'ai une petite idée par rapport à l'étymologie. Ça a été remplacé par un autre, mais j'ai tendance à penser à ce que ça veut dire, à en trouver le sens en tout cas. Alors, une médirette, ça veut dire, pardon, excusez-moi, une petite calomnie, un potin malveillant, médisette, médisance. Donc ça, c'est assez proche. Par exemple, elle ne disait que des médirettes au marché. Elle ne disait que des médisances. Est-ce qu'on utilise encore, même dans certaines régions de France, ce mot-là, à ton avis? Peut-être au fin fond du Larzac, avec une population de 90 ans de moyenne, mais ils entendent, A priori, il a complètement disparu. On l'entend plus du tout. voilà. Euh, Le J'espère que les mot, habitants du Larzac qui regarderont ce live ne seront pas trop touchés par mon exemple. Je cherchais une région où je suis sûre de connaître personne parce qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants. Euh, il y a le mot mais voilà. Olibrius. Ah, ça se Olibrius. connaît, j'adore. Ah oui. Alors, est-ce qu'il est vivant encore ou pas? Ou est-ce qu'il est mort, ce mot, selon toi? Bah, moi, j'aurais tendance à l'utiliser pour faire parler une grand-mère, mais ou un grand-père, mais plutôt une Ouais. grand-mère. Mais Ouais. Olibrius, ça s'écrit comme ça se prononce, il n'y a pas de piège. Oui, c'est ça. Olibrius, Olibrius. c'est ça. Donc, C'est en fait un Olibrius. Est-ce que Atelier Ferrero, qui a rejoint le live, sait ce que ça veut dire? Bérangère, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Olibrius c'est un homme qui se fait fâcheusement remarquer. Et apparemment, c'est un mot qui est encore vivant. Il est rare, mais il est connu. Le mot pine d'épices. J'ai pas dit pain d'épices, mais pine d'épices. Alors, on l'utilise ou il est mort, à votre avis? Toi, qu'est-ce que t'en penses, Eugénie? non, non, il est mort. Ça me dit rien du tout. Et puis la pine, c'est autre chose. Donc Oui, à mon avis, oui, oui, il est mort. Je c'est mort. connaissais pas, j'ai découvert, donc il est vraiment très obsolète. Il n'utilise pas Euh, lui. oui, effectivement. Et bah, dites-nous si vous savez ce que ça veut dire, hein, pine d'épices, mais ça vient du mot que j'ai précédemment cité, justement. Mais c'était l'ancêtre du pain d'épices. Notre mot, allez, escienté. Escienté, est-ce qu'on l'utilise toujours déjà? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on l'utilise toujours ou est-ce qu'il est mort? Il y a quelqu'un qui dit la pine, on évite. Oui, la pine, on évite. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ouais, c'est ça. Bon, bah, voilà. Merci Bérangère. Je sais pas, Alors, voilà. escienté. Bah, pareil comme l'autre, j'entends science, j'entends science dedans, le fait de réfléchir, mais c'est parce que je connais mon latin finalement. J'adore l'étymologie, moi c'est ma petite passion, Ah donc oui. c'est mes petits plaisirs coupables, l'étymologie entre autres, donc voilà, j'adore ce genre de truc. Donc Ben, escienté, j'aurais une idée de ce que ça veut dire, mais parce que ça ressemble à science. ben, t'es pas loin Euh, parce que escienter, c'est réfléchir, examiner, c'est user de discernement. Alors, phrase ancienne, il faut escienter avant d'agir.
Alors le verdict, 100%, oui c'est ça, dans les commentaires là, escienté, ER, hein, puisque c'est un verbe, Ouais, avec ouais, l'accent ouais. aigu, bon ben c'est forcément au participe passé, effectivement. Mais et 100% vivant ou 100% mort? Moribond. Ouais, moribond, là, c'est 6 pieds sous terre. Ouais, Effectivement, moribond, c'est un c'est mot quand qui a même pas très disparu. vivant comme terme, mais moribond quand même. Ouais, il est mort. Alors, un petit jeu piège à puriste. Accord, non, celui-là, il est un peu difficile. Alors, des après-midi, est-ce qu'on met un S à après-midi ou est-ce qu'on met pas de S à après-midi? Des après-midi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on accorde ou est-ce qu'on n'accorde pas? À ton avis, Eugénie? Ça dépend. Après-midi, c'est hyper piégeux parce qu'il est féminin et masculin. Ça dépend si on parle de plusieurs midis ou d'un seul midi. Et du coup, le S est hyper et dépend vraiment du contexte. Il faut un contexte autour du S. Oui, apparemment les deux sont acceptés. Et moi, c'est vrai que celui-ci, j'ai toujours du mal à savoir à quel moment on met un S ou pas. Allez, un autre. Je vous dis une phrase, je te dis une phrase, et tu me dis, bon, on l'a un petit peu cité tout à l'heure, ce qui va pas là-dedans. Au jour d'aujourd'hui, la situation reste inchangée. Au jour d'aujourd'hui, la situation reste inchangée. C'est quoi le problème avec ça? C'est un joli petit pléonasme triple en plus. Eh oui. Alors, on t'écoute? Alors, aujourd'hui veut déjà dire le oui est déjà ce synonyme de au jour. Donc, en fait, en disant aujourd'hui, on fait déjà un pléonasme si on écoute l'ancien français. Donc, au jour d'aujourd'hui, on répète, voilà, ça fait mal aux oreilles, on répète 4 fois la même chose finalement, enfin 3 fois la même chose. Donc, c'est hyper, c'est un pléonasme, c'est le fait de répéter 2 fois la même chose, enfin de dire 2 fois la même chose d'une manière différente. C'est très agaçant, ça fait partie des choses qui m'énervent beaucoup et c'est dans le genre de choses qui vont finir par passer. Le moi personnellement indépendamment du fait, c'est du même acabit, indépendamment du fait qu'on se Exactement. regarde un peu le nombril, il est très désagréable. Moi, Donc personnellement, au jour d'aujourd'hui, du coup, voilà, c'est genre, c'est le combo, on va dire. ah, tu Euh, n'avais pas encore alors, sorti le genre. alors une autre, oui, c'est vrai. Alors une autre phrase. Je suis C'est quelqu'un c'est un d'assez peu comme résilient par rapport aux problématiques. Qu'est-ce qui va pas là-dedans? Je suis quelqu'un d'assez résilient par rapport aux problématiques. Si vous le savez, vous nous dites en commentaire. Bonjour Pierre, Pierre Brûlé, qui vient d'arriver. Alors, qu'est-ce qui va pas, Eugénie? quelqu'un d'assez résilient par rapport aux problématiques. Là, je vois pas de souci, sauf si tu veux accorder résilient parce que c'est une femme qui parle, mais comme il y a quelqu'un, je suis pas sûre que ce soit là ta faute. Non, en fait, Donc, c'est lié aux problématiques parce que ce problématique est un emploi abusif, un jargon qui ne veut pas dire problème. En fait, ça vient de l'anglais issues. ouais. I've got issues, j'ai des problématiques. Et en français, on le dit pas. Donc la faute, en fait, elle est pas grammaticale, elle est sémantique. Et bon, ça vient d'un anglicisme. Mais aujourd'hui, tout le monde dit ça. Ouais, il a des problématiques, tu comprends, des problématiques sociales, des problématiques de ci, de ça. Ça n'est pas français, on ne devrait pas le dire. Donc, on devrait dire je suis quelqu'un d'assez résilient par rapport aux problèmes. Ensuite, je te dis un mot, tu me dis si c'est un vrai mot ou si c'est un faux mot. Si je l'ai complètement inventé. Racouiller. Non, ça me paraît bizarre ça. C'est faux, ça n'existe pas. Flambouillon. Flambouillon. Flambouillot, potentiellement, mais je suis pas très convaincue. Non, flamboyant, ça n'existe pas. J'ai inventé. Et puis un dernier, absidi. Absidi, potentiellement ça, oui. Oui. Alors, je sais pas, est-ce qu'on dit absidie? On dit oui, effectivement. Donc, c'est une petite chapelle latérale. Je connaissais pas, j'ai découvert le mot. Ensuite, dernière question, et après, on arrivera à la conclusion. Après qu'il soit parti, Non, pas elle après que, est, non. entrée dans la maison. C'est vrai ou c'est pas, c'est correct ou c'est Il pas y a, correct? il y a une histoire de conjugaison à l'imparfait ou au subjonctif avec à l'indicatif ou au subjonctif après que. Il me semble que du coup il faut mettre après qu'il est parti, mais je suis pas certaine du truc. Il y a une histoire comme ça.
Et oui, en fait, après que est toujours suivi de l'indicatif présent. Après que je suis partie, ben, j'ai fait ci ou ça. Après qu'il est venu, on a mangé une pizza. Après que nous avons terminé le repas, nous avons fait ceci, cela. Donc toujours indicatif et non pas subjonctif. Et c'est alors que avant que, avant qu'il soit venu, avant qu'il ait mangé, avant qu'il ait parlé, là on va utiliser le subjonctif. Et c'est aussi, ça fait partie des bizarreries de la langue française. Donc, envoyez aussi en commentaire sur le replay, puisque là, on arrive au bout, vos pires fautes, celles que vous faites toujours, celles qui vous poursuivent. Et la plus drôle ou la plus inattendue gagnera le dernier livre d'Eugénie. Et on fera le tri après dans les commentaires. On arrive à la conclusion. Merci à tous d'avoir suivi ce live du début à la fin ou de l'avoir pris en cours de route ou de l'avoir regardé sur YouTube, sur Facebook ou sur ma grille Insta en diagonale ou en entier si vous n'en avez pas loupé une. Donc on l'a vu ensemble, le français n'est pas en train de mourir. Oui, il change. Oui, il est bousculé par la technologie, par les pratiques culturelles, par la diversité de nos sociétés, mais il reste encore une langue incroyable, une langue difficile, une langue exigeante, une langue poétique, capricieuse, parfois un petit peu cruelle, mais tellement belle. Donc avant de vous quitter, j'aimerais que vous laissiez un petit commentaire aussi sur le replay. Si vous deviez sauver un seul mot de la langue française, lequel serait-ce et pourquoi? Et je lirai bien sûr toutes vos réponses. Donc merci à tous et à très bientôt pour le prochain live qui va être aussi passionnant sur l'impact de l'IA sur les métiers créatifs. L'IA va-t-elle rendre les créateurs humains obsolètes? L'art doit-il s'adapter à l'IA? Et Eugénie, je te donne le mot de la fin sur ce live, ce moment qu'on a passé ensemble. Et si tu veux rappeler ton Insta, ton site internet ou tout ce que tu as envie de dire, c'est le moment. Alors, mon Instagram, c'est les histoires de pâquerettes avec des petits tirés du bas entre chaque. Et voilà, donc mon roman le temps des promesses vous attend. Il est disponible au Service Presse un peu partout sur les trucs d'auteurs indés de Service Presse. Il est disponible sur Amazon à 1 € parce que je fais partie de Indie Space. Et le second arrive à toute vitesse. Ça sera, ça c'est une grosse annonce. Ça sera le temps des Renaissances. Et rien à voir avec Henri IV ou François Ier, c'est la Renaissance en mode phénix. Mais rien à voir avec Johnny non plus. Mais voilà, toujours saga familiale, toujours pas mal d'événements, pas mal de rebondissements. Mon alpha lectrice ne s'en sort plus, elle passe par toutes les émotions à toute vitesse. Voilà, je vois l'heure tourner, il faut que je me dépêche parce que Tout j'ai à un cours fait. dans un Donc, je petit peu. conclue avec cette citation d'Anatole France et après j'éteins le live. La langue française est une femme. Je vous laisse méditer là-dessus. La langue française est une femme et cette femme est si belle, si fière, si modeste que l'on n'ose jamais tout à fait l'embrasser. Au revoir Eugénie. Au revoir tout le monde. Au revoir Célia, merci, à bientôt.